Il y a un demi-siècle, c'était le 4e plus grand lac de la planète, une mer à la taille d'un pays entier. Aujourd'hui, à sa place, s'étend un désert qui n'a même pas 50 ans, avec des navires rouillés échoués dans le sable et des villes portuaires abandonnées à plus de 100 miles de toute eau. Comment tue-t-on une mer entière ? Qui l'a bu jusqu'à la dernière goutte ? Et pourquoi les scientifiques savaient-ils qu'elle allait mourir avant même que la première goutte ne disparaisse ? 10 faits sur la catastrophe artificielle la plus bruyante de l'histoire. Chers spectateurs, je ne vais vous prendre que 15 secondes. Si vous souhaitez soutenir mon travail, laissez un j'aime et un commentaire. C'est la meilleure façon d'aider la chaîne à se développer. Bon visionnage. Commençons par l'ampleur même de ce qui a été perdu, parce que rien dans cette histoire n'a de sens tant qu'on ne comprend pas à quel point la mer d'Aral était immense. Au milieu du XXe siècle, c'était le 4e plus grand lac de la planète, avec une surface plus vaste que celle de nombreux pays entiers. Si vous vous teniez sur sa rive, vous ne pouviez pas voir l'autre côté. L'horizon n'était qu'eau pure, plate et sans fin, rejoignant le ciel exactement comme le fait un océan. Des navires longs comme des immeubles le traversaient pendant des jours. Des flottes de pêche en tiraient chaque année des dizaines de milliers de tonnes de poissons, nourrissant toute une région et expédiant les prises à travers l'Union soviétique. Ce n'était pas une mare ni un petit lac discret niché dans une vallée. C'était une mer intérieure si vaste qu'elle créait son propre climat, rafraîchissait les étés, adoucissait les hivers et faisait vivre les poumons de tous ceux qui habitaient autour. L'eau était claire et fraîche. Pendant les mois chauds, les familles venaient s'y baigner, un peu comme on prendrait la route de la côte pour les vacances. Les enfants apprenaient à flotter dans ces eaux peu profondes. Les vieux s'asseyaient sur les pontons, une ligne à la main. L'air sentait le sel et les roseaux mouillés, et les mouettes tournaient au-dessus de l'eau exactement comme au-dessus de n'importe quel océan. Des sanatoriums et des stations balnéaires bordaient le rivage, et les gens parcouraient de longues distances juste pour respirer l'air marin, persuadés qu'il était bon pour la santé. Les photographies de cette époque paraissent parfaitement ordinaires, et c'est précisément ce qui les rend si troublantes aujourd'hui. Une plage animée, un bateau bondé, un homme qui brandit un poisson long comme son bras. Rien dans ces images ne vous avertit de ce qui allait arriver. Pour mesurer l'échelle du désastre, imaginez ceci. La mer d'Aral contenait tellement d'eau que l'assécher aurait dû être physiquement impossible pour un effort humain. Elle avait survécu pendant des dizaines de milliers d'années, alimentée régulièrement par 2 énormes fleuves descendant de montagnes lointaines. Des générations sont nées, ont vécu et sont mortes sur ces rives sans jamais imaginer que l'eau puisse partir. Elle semblait aussi permanente que le sol lui-même. Quand vos grands-parents peuvent nager dans une mer et vos parents y pêcher, vous partez simplement du principe qu'elle sera toujours là. Cette certitude s'est révélée être l'une des idées les plus dangereuses de l'histoire de la région. Le nom lui-même dit comment les gens la percevaient. Dans les langues locales, le mot renvoie à une île, parce que la mer était parsemée d'îlots surgissant du bleu. Les bateaux naviguaient entre eux. Toute la culture de la région était liée à l'eau. Les chansons, la nourriture, le travail, les mariages, des villes entières existaient parce que la mer existait. Ce n'était pas une ressource reléguée en arrière-plan, c'était le cœur battant de tout. Regardez les chiffres parce qu'ils sont presque impossibles à croire. À elle seule, cette mer couvrait une superficie plus grande que celle de nombreux pays reconnus sur la carte. Elle faisait vivre toute une industrie de la pêche qui sortait de l'eau des dizaines de milliers de tonnes de poissons lors des bonnes années, remplissant les bateaux jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent bas dans les vagues. Et tout cela reposait sur un équilibre fragile auquel presque personne ne pensait. 2 fleuves arrivant de très loin, maintenant silencieusement tout le système en vie.
Cet équilibre avait tenu si longtemps qu'il semblait relever d'une loi de la nature, et non d'une coïncidence qui pouvait être brisée. L'eau bougeait avec de vraies vagues, celles qui frappent et écument, celles qu'on attend seulement de quelque chose qui mérite le nom de mer plutôt que celui de lac. Et voici la partie qui glace le sang. Tout ce que vous venez d'imaginer, l'horizon sans fin, les baigneurs, les flottes de pêche, les mouettes, les stations balnéaires, tout cela a disparu. Pas rétréci, pas abîmé, disparu. En l'espace d'une seule vie humaine, l'un des plus grands plans d'eau de la planète s'est en grande partie volatilisé, et les gens qui ont vu cela se produire sont encore en vie aujourd'hui pour vous le raconter. Ils se souviennent avoir plongé depuis des pontons qui donnent désormais sur du sable nu, exactement à l'endroit où les vagues venaient se briser, debout maintenant dans un vent sec de désert. Imaginez grandir au bord d'un océan et revenir, adulte, pour ne trouver que de la poussière jusqu'à l'horizon. C'est arrivé à de vraies personnes, de leur vivant, à cause de choix faits délibérément par quelqu'un. La mer qui semblait éternelle avait disparu avant même que ses propres enfants ne vieillissent. Certains de ceux qui se souviennent d'y avoir nagé jurent que c'était l'eau la plus belle qu'ils aient jamais vue, tandis que les plus jeunes, qui ne connaissent que la poussière, refusent tout simplement de croire que les vieilles photos sont authentiques. Si vos grands-parents vous disaient qu'ils nageaient là où vous ne voyez aujourd'hui que le désert, les croiriez-vous, oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vient ensuite la substance qui a tout aggravé, car la destruction de la mer d'Aral ne se résumait pas à une disparition d'eau, il s'agissait aussi de tout ce qui restait derrière. À mesure que la mer se rétractait, le sel dissous dans toute cette eau n'avait nulle part où aller. L'eau s'évapore, pas le sel. Alors, année après année, à mesure que le volume baissait, l'eau restante devenait de plus en plus salée, se concentrant comme une casserole qu'on aurait laissée trop longtemps sur le feu. Ce qui avait été une mer normale, pleine de vie, s'est lentement transformé en quelque chose qui ressemblait davantage à un bain chimique. À son apogée, quand elle était encore en bonne santé, la mer d'Aral n'était que légèrement salée, assez douce pour que des dizaines d'espèces de poissons y prospèrent. Mais à mesure que l'eau reculait, la concentration en sel montait sans relâche, dépassant finalement la salinité de l'eau de mer ordinaire, puis la dépassant encore largement. Certaines parties de la mer en train de disparaître sont devenues plusieurs fois plus salées que n'importe quel océan sur Terre. Ce n'est pas un petit changement. Pour un poisson, passer d'une normale à une eau aussi salée, c'est comme être plongé dans une saumure utilisée pour conserver les aliments. Leur corps ne peut tout simplement pas suivre. Le sel aspire l'eau hors de leur tissu et ils meurent, non pas par manque de nourriture ou d'espace, mais parce que l'eau elle-même se retourne contre eux. Un à un, les poissons ont disparu. Les énormes prises qui nourrissaient autrefois toute la région se sont effondrées jusqu'à ne plus rien représenter. Là où les flottes remontaient des dizaines de milliers de tonnes, il ne restait soudain plus rien de vivant à capturer. Les poissons ne sont pas partis ailleurs, ils sont morts sur place, et les rivages en étaient jonchés. Imaginez une plage où le sable est croûté de blanc par le sel, et où l'air porte cette odeur âcre et aigre de poissons morts en train de sécher au soleil. L'eau restante avait quelque chose d'anormal, trop immobile, trop lourde, parfois avec un étrange reflet à sa surface. Dans certaines flaques, le sel s'est épaissi au point de former des cristaux sur les bords, scintillant sous la lumière crue comme du givre qui ne fond jamais, même sous une chaleur écrasante. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, et c'est justement ce qui le rendait plus cruel. Année après année, les pêcheurs voyaient leurs filets remonter de plus en plus légers. Des espèces autrefois communes sont devenues rares, puis ont disparu complètement.
Il y avait une logique sinistre dans cette agonie. Les créatures les plus sensibles ont été les premières à partir, incapables de supporter même la hausse initiale de salinité. Puis les plus résistantes ont suivi, à mesure que la concentration franchissait toutes les limites qu'elle pouvait endurer. À la fin, l'eau a dépassé un seuil où presque rien d'indigène ne pouvait plus y vivre. Ce qui avait été l'une des pêcheries les plus productives de la région est devenu une zone morte, un plan d'eau qui ressemblait à une mer de loin, mais qui ne contenait plus aucune vie sous sa surface. Tenez-vous au bord de cette eau qui rétrécit dans ces dernières années, et tout en elle vous paraîtrez contre nature. L'eau est dense, lente, presque huileuse dans sa façon de bouger. Quand une brise la traverse, l'odeur qu'elle apporte n'a rien de la fraîcheur saline d'une mer vivante, mais quelque chose de plus lourd, de plus aigre, l'odeur de la saumure et de la décomposition. La surface peut sembler étrangement calme, trop calme, parce que la vie qui l'agitait autrefois a disparu. Plus de poissons qui sautent, plus d'oiseaux qui plongent. Juste une eau lourde, saturée de sel, immobile sous le soleil, qui se concentre lentement et devient chaque jour plus hostile. Touchez cette eau, et votre peau vous brûlerait. Laissez-la sécher sur vous, et il ne resterait qu'un film blanc de sel, tendu et irritant. C'était une eau qui ne soutenait plus la vie. Elle était devenue l'inverse de ce qu'une mer est censée être. La transformation a été si totale que l'écosystème ne s'est pas contenté de décliner. Il a été effacé. Et le sel n'est pas resté dans l'eau. À mesure que la mer continuait de se rétracter, de plus en plus de l'ancien fond marin s'est retrouvé à l'air libre, et tout le sel qui s'y était déposé au fil des siècles est resté là, en surface, sec et meuble, en attente. D'immenses plaines sont devenues blanches, comme recouvertes d'une neige éternelle qui renvoyait la chaleur au lieu du froid. Marchez dessus et ça craque sous vos bottes. Agenouillez-vous et vous pouvez ramasser des poignées de sel pur mêlées aux résidus desséchés de tout ce que la mer avait absorbé au cours de sa longue existence. Ce n'était plus un fond de lac. C'était une croûte empoisonnée qui s'étendait à perte de vue, et comme vous allez le voir, cette croûte ne resterait pas en place. La saumure qui avait autrefois porté une mer florissante était devenue une plaie lente qui s'étendait, et la région commençait à peine à en ressentir les effets. Ce qu'il avait fallu des dizaines de milliers d'années à construire a été défait en quelques décennies, laissant derrière lui une cicatrice blanche et amère, visible même depuis l'espace. Troisième sur notre liste, voici la cause de tout cela, et elle est presque incroyablement simple. La mer d'Aral n'est pas morte de la sécheresse. Elle n'est pas morte d'une catastrophe naturelle, ni d'un bouleversement climatique. Elle est morte parce que 2 fleuves qui l'alimentaient depuis des milliers d'années lui ont été délibérément retirés, détournés vers le désert pour faire pousser une culture avant toutes les autres. Le coton. Depuis toujours, ou presque, 2 grands fleuves descendaient des montagnes lointaines et se déversaient dans la mer d'Aral, la gardant pleine et vivante. Ces fleuves étaient la seule véritable source d'eau de la mer. Tant qu'ils coulaient, la mer survivait. Coupez-les, et la mer était condamnée, parce que la région autour d'elle est sèche comme un os et reçoit presque pas de pluie. Tout le système dépendait entièrement de l'arrivée de ces 2 fleuves. Et au milieu du XXe siècle, les planificateurs ont regardé ces cours d'eau et n'y ont pas vu la bouée de sauvetage d'une mer, mais de l'eau gaspillée qui se déversait dans un lac sans rapporter le moindre profit. Alors ils ont construit des canaux, d'immenses canaux, creusés à travers le désert pour emporter l'eau des fleuves vers les plaines arides où elle servait à irriguer d'immenses plantations de coton.
Le coton est une culture assoiffée, et le faire pousser dans un désert, c'est déverser des quantités vertigineuses d'eau sur les champs. L'échelle était colossale, transformant la terre sèche en mer de coton à perte de vue. Les champs s'étendaient jusqu'à l'horizon, blancs et duveteux au moment de la récolte, et cette culture était célébrée comme une victoire sur la nature. La région est devenue l'un des plus grands producteurs de coton au monde. Mais chaque goutte versée sur ces champs était une goutte volée à la mer. D'abord lentement, puis de plus en plus vite, les fleuves qui arrivaient à la mer d'Aral se sont réduits. Certaines années, l'un des fleuves n'atteignait même pas la mer, tout son débit étant englouti par les canaux bien avant d'y parvenir. La mer, coupée de sa source, a commencé à faire ce qu'elle ne pouvait que faire. Elle s'est mise à s'évaporer sans être réalimentée, comme une baignoire dont on aurait fermé le robinet et dont la bonde laisserait filer l'eau lentement. Imaginez-vous au débouché d'un fleuve puissant qui se jetait autrefois dans une mer et ne trouvait qu'un lit sec et craquelé là où l'eau passait. Le fond du fleuve brûlé par le soleil, la poussière emportée par le vent là où nageaient autrefois les poissons. Le gaspillage a tout aggravé. Comme tant de canaux avaient été creusés directement dans du sable meuble, sans revêtement, une énorme partie de l'eau détournée n'a jamais atteint un seul plan de coton. Elle s'est simplement infiltrée dans le sol ou s'est évaporée à ciel ouvert sous le soleil du désert, perdue avant même d'avoir servi à quoi que ce soit. Ainsi, la mer était asséchée non seulement pour faire pousser du coton, mais aussi en partie pour envoyer de l'eau dans du sable pour rien. Le système fuyait à une échelle gigantesque et la mer payait chaque fuite. Et la réponse de la mer à cette perte d'eau obéissait à une physique implacable. À mesure qu'elle perdait du volume, sa surface diminuait, mais une mer peu profonde, étalée sous un soleil brûlant, s'évapore avec une férocité redoutable. Plus elle rétrécissait, plus elle devenait concentrée et exposée, et plus il devenait difficile pour le moindre débit résiduel des fleuves de compenser la perte. C'était une spirale infernale, chaque année nourrissant la suivante, l'eau reculant un peu plus vite que l'année précédente. Les fleuves qui arrivaient autrefois en larges courants puissants n'étaient plus que de faibles filets quand ils arrivaient encore. Le drame, c'est que ce n'était pas un accident que personne n'avait vu venir. C'était un choix. L'eau a été détournée volontairement année après année pour continuer à faire pousser le coton. Des gens portaient, à l'autre bout du monde, des vêtements faits avec ce coton, sans jamais savoir qu'une mer avait été asséchée pour cela. Chaque chemise, chaque balle, chaque récolte record portait un coup caché, écrit dans une eau disparue. On peut encore marcher aujourd'hui sur ces anciens lits de fleuves, rubans de sable sec serpentant à travers le paysage là où coulaient autrefois des courants puissants. Le silence est lourd. Pas de clapotis, pas de courant qui gronde, seulement le vent qui fait courir les grains sur un lit qui a oublié ce que l'eau signifie. À certains endroits, des vannes d'irrigation rouillées se dressent encore, contrôlant un débit qui n'existe plus, monument d'un plan qui a troqué une mer contre une culture. Les fleuves étaient le battement de cœur de la mer, et quelqu'un a décidé de détourner le sang. Ce qui rend tout cela si glaçant, c'est à quel point la décision paraissait banale à l'époque. Juste de la gestion de l'eau, juste de l'économie, juste produire plus de coton. Personne dans ces réunions de planification n'imaginait les navires rouillés et la poussière empoisonnée qui suivraient. Mais la mer, elle, tenait ses comptes, et l'addition est arrivée, intégralement. Au milieu de la liste, on arrive à quelque chose qui n'existait pas du tout avant que l'être humain ne le crée, un tout nouveau désert. Quand la mer d'Aral s'est retirée, elle n'a pas laissé derrière elle une terre saine, prête à accueillir l'herbe et la vie.
Elle a laissé l'ancien fond marin, des dizaines de milliers de kilomètres carrés de celui-ci, exposé au ciel pour la première fois depuis des dizaines de milliers d'années. Et ce fond asséché est devenu un désert si jeune qu'il porte son propre nom, très probablement le plus jeune désert de toute la planète. Imaginez ce que cela signifie. La plupart des déserts sont anciens, façonnés au fil d'âges innombrables par de lentes évolutions du climat et de la géographie. Celui-ci est né du vivant de gens encore en vie. Une décennie, il y avait de l'eau là où vous vous teniez. Quelques décennies plus tard, c'était un pays de dunes, avec ses crêtes mouvantes et ce vide qu'on attend d'un désert, présent depuis 1 million d'années. La nature n'a pas fabriqué ce désert au fil des airs. Les hommes l'ont créé à l'échelle d'une carrière. Le sol de ce nouveau désert ne ressemble pas au sable ordinaire. C'est le fond d'une mer morte, chargée de sel et de sédiments fins et poussiéreux déposés au fil des siècles, quand l'eau était encore là. Marchez dessus, et par endroits vos pieds s'enfoncent dans une poudre douce et pâle. Ailleurs, la surface s'est durcie en une croûte qui se fissure en larges plaques, ce motif classique de la terre desséchée, aux bords recourbés comme de la poterie brisée. Entre les fissures, le sel brillant blanc. Sous la chaleur de l'été, la surface cuit sous un soleil impitoyable, tremblant dans les mirages de chaleur jusqu'à ce que l'horizon semble fondre. Ce qui rend ce désert particulièrement dangereux, c'est qu'il refuse de rester à sa place. Le sable des déserts ordinaires est assez lourd pour rester à peu près en place. Mais la surface de ce nouveau désert est un mélange de sel fin et de poussière légère, et le vent l'emporte sans effort. Quand les tempêtes arrivent, et elles arrivent souvent, des murs de poussière pâle se soulèvent de l'ancien fond marin et déferlent sur la terre, avalant l'horizon. Quiconque se retrouve dehors sent les grains lui piquer la peau et goûte le sel sur ses lèvres. Les portes et les fenêtres ne suffisent pas à arrêter les particules les plus fines qui s'infiltrent dans les maisons, se déposent sur les tables, dans la nourriture, dans les coins des chambres d'enfants. Il y a une cruauté particulière dans la vitesse à laquelle tout cela s'est produit. Quand on regarde les grands déserts du monde, on contemple généralement des paysages façonnés sur des périodes si immenses que l'esprit humain ne peut pas vraiment les saisir. Mais celui-ci a sauté toutes les étapes. Il n'avait pas besoin du temps géologique. Il lui a seulement fallu quelques décennies de fleuves détournés et un soleil brûlant. Le fond marin s'est asséché, le sel est remonté à la surface, le vent a pris le relais, et un désert est apparu là où il y avait de l'eau profonde, du vivant de personnes encore en vie. C'est cette rapidité qui le rend si absurde, un désert plus jeune que les camions et les bâtiments qui l'entourent. Des efforts ont été faits pour freiner son expansion. Dans certaines zones, on a essayé de planter des arbustes et des herbes résistants, capables de survivre au sel, en espérant que leurs racines fixeraient la surface meuble et empêcheraient la poussière de s'envoler. Des rangées de végétation en lutte parsèment désormais certaines parties de l'ancien fond marin, de petites tentatives vertes pour dompter une blessure qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Certaines de ces plantations prennent racine. Beaucoup ne survivent pas aux conditions rudes et salées. Face à un désert de cette taille, né aussi vite, chaque tache de verdure est un petit acte de résistance dans un paysage immense et impitoyable. Et ce désert ne se contente pas de rester à l'ancienne ligne de rivage. Il grandit, pousse vers l'extérieur, ses bords grignotant des terres autrefois productives. Des champs qui faisaient pousser des cultures sont ensevelis ou empoisonnés par le sel porté par le vent. Le désert étend son influence bien au-delà de ses propres limites, emporté par les vents vers les régions voisines et même les pays voisins, agrandissant son territoire année après année, comme si la mort de la mer continuait à se propager au ralenti.
Tenez-vous au milieu de tout cela, et l'étrangeté vous frappe de plein fouet. Sous vos bottes se trouve le fond d'une mer. Si vous creusez, vous pouvez encore trouver les coquilles d'animaux qui vivaient dans l'eau, posées dans le sable sec sous un soleil de plomb, à des centaines de kilomètres de toute côte. Ici règne un silence lourd, seulement brisé par le vent, et la lumière est dure, plate. On a l'impression de se tenir sur le plancher d'un océan vidé et oublié. Et, d'une certaine manière, c'est exactement ce que c'est. Un fond marin devenu désert, si récent que ceux qui ont vu l'eau partir se souviennent encore du bruit des vagues. À mi-parcours, nous nous tournons vers quelque chose que l'on ne peut pas voir, mais qui touche tout le monde dans la région. Le climat lui-même s'est brisé. Une mer n'est pas seulement une étendue d'eau posée passivement dans le paysage, c'est un moteur gigantesque qui façonne la météo sur des centaines de kilomètres à la ronde. L'eau se réchauffe lentement et se refroidit lentement, ce qui signifie qu'une grande mer agit comme un immense tampon contre les excès. Elle absorbe la chaleur en été et la restitue en hiver, lissant les températures et maintenant toute la région habitable. La mer d'Aral faisait exactement cela pour les terres qui l'entouraient, jouant le rôle d'un gigantesque climatiseur naturel pour toute une région. Et quand la mer est morte, ce moteur s'est arrêté. Les conséquences ont été spectaculaires et rapides. Une fois l'eau régulatrice disparue, les étés sont devenus d'une chaleur brutale. Ce genre de chaleur qui vous écrase et donne à l'air lui-même une lourdeur étouffante. Des températures autrefois adoucies par la présence de la mer ont grimpé plus haut et sont restées plus longtemps. Quand on se tient dehors un jour d'été, on sent cette chaleur sèche aspirer l'humidité directement hors de la peau, et aucun souffle frais venu de l'eau ne vient soulager l'atmosphère, parce qu'il n'y a plus d'eau pour la rafraîchir. Les hivers, eux, ont basculé dans l'autre sens. Sans la mer pour retenir sa chaleur emmagasinée et la relâcher peu à peu, le froid est devenu plus dur, plus tranchant. La région subit désormais des hivers glacials, avec un vent qui balaie des terres ouvertes et sèches sans rien pour les protéger. Le climat doux et tempéré qu'offrait autrefois la mer a été remplacé par des extrêmes sauvages aux deux bouts, brûlant en été, gelé en hiver. Imaginez un paysage qui est un four pendant la moitié de l'année et un désert de glace pendant l'autre, tout cela parce que le grand régulateur au milieu a disparu. La saison de culture a elle aussi changé. La fenêtre pour l'agriculture s'est raccourcie et est devenue imprévisible, coincée entre la chaleur accablante et le froid brutal. Les régimes de pluie ont changé. L'air est devenu plus sec. Ce qui était un climat difficile mais encore exploitable est devenu quelque chose de bien plus hostile. Et les gens qui travaillaient la terre ont vu les rythmes même des saisons se retourner contre eux. Les cultures qui avaient autrefois le temps de mûrir se retrouvaient désormais face à une fenêtre plus étroite et plus dangereuse, menacée par des extrêmes des deux côtés. Il y a une ironie amère cachée là-dedans. Toute la raison pour laquelle la mer a été asséchée, c'était de faire pousser davantage de cultures, de détourner son eau vers les champs de coton et d'alimenter un boom agricole. Mais en tuant la mer, la région a endommagé le climat même dont l'agriculture dépend. La main régulatrice de l'eau faisait partie de ce qui rendait l'agriculture possible dès le départ. Supprimez-la et vous obtenez un climat plus rude, plus extrême, qui se retourne contre les cultures que vous vouliez faire pousser. La terre a sacrifié sa mère pour le coton, et ce faisant, elle s'est rendue bien plus impitoyable à cultiver. On ressent la perte le plus clairement dans les petites choses qui adoucissaient autrefois la météo de la région. Il y avait autrefois une douceur dans les journées près de l'eau, une brise fraîche venue de la mer par une après-midi chaude, une clémence qui atténuait le pire de la chaleur comme du froid. Aujourd'hui,
Tout cela a simplement disparu. Les après-midi n'offrent plus aucun répit. Les nuits peuvent basculer violemment vers le froid. Quand on se tient dehors, on perçoit cette absence comme une dureté dans l'air lui-même, une âpreté qui n'existait pas quand la mer respirait encore sur la terre. La météo n'a plus rien sur quoi s'appuyer. Le plus glaçant, c'est que rien de tout cela n'a surpris tout le monde. Le lien entre une grande étendue d'eau et le climat qui l'entoure était parfaitement connu. Le rôle de la mer comme tampon thermique n'avait rien d'un mystère. Ce qui veut dire que les étés plus brûlants et les hivers plus cruels étaient en réalité des conséquences prévisibles. La Terre allait payer le prix de la disparition de sa mer, et ce prix s'écrirait dans la météo, année après année, sur la peau de tous ceux qui sont restés. Il y a quelque chose de profondément troublant à voir la météo devenir hostile à cause d'une décision prise sur l'eau à des kilomètres de là. On ne voit pas la mer disparue quand on sent la chaleur de l'été brûler les rues ou le vent d'hiver hurler sur la terre nue. Mais elle est là, dans son absence, présente dans chaque extrême, comme un fantôme qui façonne le ciel. Les habitants de la région n'ont pas seulement perdu un endroit où pêcher et se baigner, ils ont perdu le bouclier invisible qui rendait l'air lui-même supportable. Et un climat brisé ne se répare pas vite. Il s'installe, année après année, rappel permanent inscrit dans chaque saison que quelque chose d'immense manque au cœur de la terre. La 6e place revient à un endroit qui est devenu l'image la plus hantante de toute cette catastrophe. Une ville appelée Moynac, autrefois port florissant au bord de l'eau, et aujourd'hui échouée à quelques 100 miles de la rive la plus proche de ce qu'il reste de la mer. Si vous voulez comprendre ce que signifie la disparition d'une mer, allez à Moynac, parce que c'est là que l'impossible devient quelque chose que l'on peut traverser de ses propres pieds. Il n'y a pas si longtemps, c'était une ville de pêche animée, vivante au rythme de l'eau. Les bateaux entraient et sortaient de son port. Une conserverie employait des milliers de personnes, transformant les prises énormes remontées de la mer. Les quais étaient en activité, les jetées s'avançaient au-dessus des vagues, et tout le rythme de la ville était dicté par la flotte de pêche. Ici, les gens gagnaient leur vie grâce à l'eau, génération après génération. La mer était là, juste à côté, léchant le bord de la ville, la raison même pour laquelle la ville existait. Les enfants s'endormaient au son du port. L'odeur du poisson et de l'eau salée était tout simplement l'odeur de la maison. Puis l'eau a commencé à se retirer. D'abord lentement, le rivage reculait, et les bateaux devaient parcourir un peu plus de distance pour l'atteindre. Les gens pensaient qu'elle reviendrait, comme une marée qui se retire puis revient. Mais elle a continué à partir. Le rivage a reculé d'1 kilomètre, puis de nombreux kilomètres, puis tellement loin qu'il a fini par disparaître complètement derrière l'horizon. Les pêcheurs ont poursuivi l'eau aussi longtemps qu'ils ont pu, mais on ne peut pas courir après une mer qui se retire à des kilomètres. À la fin, le port était à sec. Les jetées s'étendaient au-dessus du sable au lieu des vagues. Et Moynac, ville portuaire entièrement construite autour de la mer, s'est retrouvée sans mer du tout. Aujourd'hui, le spectacle le plus célèbre de Moynac, c'est son cimetière de navires, même si nous y reviendrons dans un instant. Ce qui compte ici, c'est l'absurdité totale de la scène. Tenez-vous là où se trouvait autrefois le port, et il n'y a plus rien qu'un sol plat et sec qui s'étire dans toutes les directions. L'eau qui définissait cet endroit depuis des générations n'est tout simplement plus là. Et pas seulement un peu plus loin, non. Elle a disparu au point qu'il faudrait parcourir 100 miles pour la toucher. Imaginez votre ville natale bâtie sur une côte. Puis imaginez l'océan se retirer au-delà de l'horizon, laissant vos rues au milieu du désert. Voilà Moynac. Le coût humain a été vertigineux. Quand la mer est partie, la pêche s'est effondrée.
La conserverie n'a pas pu survivre sans prise qui n'existait plus, et la raison d'être de toute l'économie de la ville s'est évaporée avec l'eau. Des milliers de personnes ont perdu le travail qui avait façonné leur famille pendant des générations. Beaucoup sont partis, incapables de gagner leur vie dans une ville de pêche sans rien à pêcher. Ceux qui sont restés vivent dans un lieu étrange et douloureux, un port sans eau, entouré du souvenir d'une mer qui les a abandonnés. Les vieux pêcheurs peuvent montrer l'endroit où se trouvait le rivage et décrire un horizon bleu qui n'est plus aujourd'hui que poussière. Le recul de l'eau a aussi joué un tour cruel à l'espoir. Pendant des années, les gens ont continué à croire que la mer reviendrait. C'est le piège d'une catastrophe lente. Elle n'arrive pas d'un seul coup, elle s'insinue, et chaque année, les gens se disent que la saison prochaine, les pluies seront meilleures, les fleuves plus puissants, le rivage plus proche. Alors ils attendent. Ils gardent leur bateau et s'accrochent à leur métier, persuadés que l'eau ne peut pas vraiment les quitter pour de bon. Quand il devient impossible de nier que la mer ne revient pas, elle est déjà partie trop loin. Et les années d'attente ont été des années à regarder un moyen de subsistance glisser hors de portée. Cette perte au ralenti, étirée sur toute une vie, est une forme de déchirement à part, parfois pire qu'un coup brutal, parce qu'elle entraîne l'espoir avec elle tout au long de la chute. En traversant Moïnac aujourd'hui, on sent l'absence partout. Il y a des bâtiments qui servaient autrefois le port et qui regardent maintenant le vide. Il y a le vent qui balaie le sol sec là où devraient se briser les vagues. La lumière a cette dureté plate du désert, et le silence n'est rompu que par des rafales qui charrient de la poussière dans les rues. C'est une ville qui garde la forme de son ancienne vie comme une coquille vide. Tout en elle dit la mer. L'organisation, les bâtiments, jusqu'à la raison même de son existence. Et pourtant, la mer a disparu. Moïnac n'est pas une ruine de l'Antiquité. C'est une ville bien vivante qui a survécu à sa propre raison d'être. Un endroit où l'on peut se tenir sur une ancienne jetée et fixer du regard 100 miles de terre sèche là où se trouvait autrefois une mer entière. À la 4e place, voici un détail tellement étrange qu'on croirait qu'il est inventé. Et pourtant, il résume mieux que presque tout le reste le désespoir de cacher ce qui se passait. Pendant des années, dans une ville dont la mer était morte et dont les poissons avaient disparu, une conserverie de poissons a continué à tourner en faisant venir du poisson d'ailleurs, transporté sur d'immenses distances, juste pour que l'usine puisse continuer à faire semblant d'avoir encore une raison d'exister. Imaginez un peu la situation. Une conserverie avait été construite pour traiter les énormes prises de la mer d'Aral. Elle faisait travailler énormément de monde et incarnait la productivité de toute la région. Puis la mer est devenue trop salée, les poissons ont disparu et les captures locales se sont effondrées jusqu'à ne plus rien représenter. Dans toute logique, la conserverie aurait dû fermer, tout simplement. Mais la fermer aurait été un aveu, un signe visible et impossible à ignorer que la mer était en train de mourir, entraînant avec elle l'économie locale. Et cet aveu n'était pas acceptable. Alors, au lieu de fermer, la conserverie a continué à fonctionner avec du poisson venu de très loin. Des prises provenant d'eaux lointaines étaient transportées sur de longues distances pour arriver jusqu'à une usine installée au bord d'une mer en train d'agoniser, afin que les chaînes de production continuent de tourner et que les rapports puissent continuer d'afficher des chiffres. Imaginez l'absurdité de la scène. Une usine sur la rive de l'une des plus grandes mers du monde, incapable d'utiliser un seul poisson de cette mer-là, important discrètement sa matière première depuis des centaines, voire des milliers de kilomètres. Les ouvriers continuaient à venir, les boîtes continuaient à sortir de la chaîne. De l'extérieur, tout avait l'air normal,
comme une usine en bonne santé qui ronronnait au bord d'une mer en bonne santé. Mais c'était du théâtre. Toute l'opération n'était qu'une mise en scène destinée à masquer une catastrophe. Tant que la conserverie semblait fonctionner, on pouvait maintenir le récit selon lequel tout était sous contrôle, que la mer allait bien, que la région était productive. Les poissons arrivés d'ailleurs n'étaient que des accessoires dans un spectacle conçu pour tenir la vérité à l'écart, à la fois du reste du monde et des archives officielles. Une chose est qu'une catastrophe se produise. C'en est une autre, bien différente, de déployer des efforts énormes pour faire comme si elle n'existait pas, de consacrer des ressources à faire venir du poisson à travers tout un pays plutôt que d'admettre qu'une mer était morte. Réfléchissez un instant à la logistique du mensonge, parce qu'elle est vertigineuse. Le poisson est lourd et il se gâte vite. Le faire avec du poisson local, pêché dans une mer juste devant la porte, c'est simple. Le faire avec du poisson acheminé depuis des eaux lointaines sur d'immenses distances terrestres, c'est une entreprise colossale et coûteuse qui exige du transport, de la réfrigération et une coordination permanente. Quelqu'un a décidé que tout ce coût, tout cet effort en valait la peine, non pas pour nourrir des gens qui n'avaient rien d'autre à manger, mais pour préserver une apparence. Toute la mécanique d'une chaîne d'approvisionnement entière a été tordue pour maintenir une illusion, et cette décision a été prise encore et encore, année après année, tant que la comédie devait continuer. Et pensez à ce que cela faisait aux gens pris là-dedans. Les ouvriers sur ces chaînes de production vivaient une étrange double réalité. Dehors, ils voyaient la mer se retirer, les bateaux échouer, l'eau devenir sel puis poussière. À l'intérieur, ils éviscéraient et mettaient en boîte du poisson comme si de rien n'était, du poisson qui, ils le savaient sûrement, ne venait pas de l'eau au bord de laquelle ils avaient grandi. Il y a là quelque chose de silencieusement écrasant. Toute une main-d'œuvre qui pointe chaque jour pour aider à maintenir un mensonge sur la catastrophe qui se déroule juste sous ses fenêtres. Il y a quelque chose de presque hanté dans l'image de ces chaînes de production. L'odeur du poisson qui n'a jamais été pêché dans l'eau locale, les boîtes empilées, expédiées, chacune portant un petit mensonge sur l'origine de son contenu. Tout cela pour préserver une illusion. L'énergie dépensée à cacher la mort de la mer aurait pu, dans un autre monde, servir à essayer de la sauver. À la place, elle a été gaspillée dans un décor. C'est là que l'histoire révèle l'état d'esprit derrière toute la catastrophe. Il ne suffisait pas de laisser la mer mourir par négligence et par priorité mal placée. Quand sa mort est devenue impossible à nier, la réponse n'a pas été de tirer la sonnette d'alarme, mais de tout dissimuler, de sauver les apparences, de faire en sorte que la machine de l'économie officielle continue de tourner, même lorsque la réalité, elle, s'était déjà effondrée. Une conserverie qui tourne avec du poisson importé au bord d'une mer morte, ce n'est pas seulement un fait étrange, c'est un symbole parfait, glaçant, d'un système qui valorisait l'apparence du succès plus que la vérité d'un monde en train de mourir, prêt à fabriquer de toutes pièces toute une industrie plutôt que d'avouer qu'une mer avait été perdue. Au numéro 3, nous arrivons à l'image qui a fait le tour du monde, celle qui oblige les gens à s'arrêter net et à regarder incrédules. Des navires. Pas un ou deux, mais toute une flotte, d'immenses coques rouillées couchées sur le flanc au milieu du désert, échouées sur le sable sec, là où, autrefois, l'eau profonde roulait sous leurs quilles. C'est le cimetière de navires de la mer d'Aral, sans doute le monument le plus photographié au désastre écologique sur Terre. Pour comprendre le choc que cela provoque, il faut garder deux images en tête en même temps. D'abord, une mer en activité,
vaste et profonde, avec des bateaux de pêche et des navires plus imposants qui la traversent, l'eau sous eux sombre, froide et profonde de plusieurs mètres. Maintenant, remplacez toute cette eau par du sable. Laissez les navires exactement là où ils étaient. Voilà le cimetière de navires. Des bâtiments conçus pour flotter, faits pour être entourés d'eau, se retrouvent maintenant abandonnés sur un sol craquelé, inclinés à des angles étranges, leurs coques striées de rouille, leurs hélices ne brassant plus que de l'air et de la poussière. Marcher parmi eux est une expérience profondément étrange. Ce ne sont pas de petites embarcations, certains sont de grands navires, et debout à côté de l'un d'eux, il faut lever le cou pour en voir le sommet de la coque. Le métal a été rongé par la rouille en profonde croûte brun-rouge, qui s'effrite et se désagrège, en gémissant faiblement quand le vent s'y engouffre. À certains endroits, on peut grimper à l'intérieur, dans des pièces qui se trouvaient autrefois sous la ligne de flottaison, aujourd'hui parfaitement sèches et remplies de sable. Les ponts sur lesquels les marins marchaient autrefois, entourés d'eau libre, dominent maintenant un sol maigre et des dunes qui dérivent. Le lieu est traversé d'un silence lourd, presque funèbre, seulement brisé par le vent qui siffle à travers les coques vides. Le détail qui glace les visiteurs sur place, c'est la profondeur. Là où reposent aujourd'hui ces navires, l'eau était autrefois assez profonde pour les engloutir entièrement, avec plusieurs mètres au-dessus d'eux. Là où vous vous tenez sur le sable sec en regardant une coque rouillée, vous vous seriez noyé il n'y a pas si longtemps, englouti bien sous la surface d'une mer vivante. Ce contraste, désert sec là où il y avait de l'eau profonde, est presque impossible à accepter pour l'esprit. On dirait une illusion, comme si les navires avaient été transportés dans le désert puis abandonnés là. Mais ils n'ont pas bougé d'un pouce. La mer les a simplement laissés derrière elle en se retirant, les déposant sur son ancien fond avec la même douceur qu'une marée descendante laisse des coquillages sur une plage. Au fil des années, le cimetière de navires est devenu une attraction inquiétante. Des visiteurs viennent le voir, marcher entre les épaves et photographier cette scène impossible. Des chameaux passent parfois près des coques rouillées, broutant les rares plantes du désert. Un spectacle qui rappelle à quel point l'eau a été remplacée par le néant. Les navires sont devenus le symbole officieux de toute la catastrophe, parce qu'ils résument en un seul regard tout ce que les mots peinent à transmettre. Un navire a besoin d'eau, un navire sur la terre ferme est un navire qui a perdu tout son monde. Il faut se rappeler que ces navires n'ont pas été abandonnés par des propriétaires négligents qui les auraient laissés pourrir. Ils ont été laissés derrière par l'eau elle-même. Quand la mer a commencé à se retirer, des bateaux se sont retrouvés piégés, les hauts fonds se transformant en boue puis en sol sec sous leur coque, trop loin du rivage qui reculait pour pouvoir être déplacés à nouveau. Alors ils sont restés là, s'enfonçant lentement dans le lit asséché, tandis que le désert gagnait du terrain autour d'eux, année après année. Chacun marque l'endroit où un jour tout à fait ordinaire, l'eau était encore assez profonde pour faire flotter un navire en état de marche. Et le temps a fait son œuvre patiente sur eux. Le métal exposé aux écarts brutaux entre la chaleur et le froid du désert, au sel, à la poussière et au soleil implacable, ne survit pas proprement. Les coques ont été percées par la rouille par endroits, laissant des trous dentelés et de fines plaques qui s'écaillent et claquent dans le vent. Des récupérateurs ont arraché tout ce qui pouvait être emporté, ne laissant derrière eux que des structures squelettiques. Ce qui reste devient chaque année plus fragile. Avec assez de temps, même ces monuments d'acier obstinés finiront par s'effondrer, et l'une des preuves matérielles les plus frappantes de tout le désastre disparaîtra enfin dans le désert qui a englouti le reste. Restez là assez longtemps, et les navires commencent à ressembler à des squelettes,
aux os d'une mer morte éparpillée sur sa tombe. Chacun d'eux était autrefois en pleine activité, transportant du poisson, traversant l'eau, au cœur d'une économie vivante. Aujourd'hui, ils sont immobiles, rouillant lentement dans le sable, des monuments que personne n'a construits exprès, mais qui en disent plus que n'importe quel monument. On ne peut pas discuter avec un navire dans le désert. Il est simplement là, immense et impossible, vous forçant à admettre que l'eau qui le portait a complètement disparu. La deuxième place revient à quelque chose qui transforme cette tragédie régionale en catastrophe planétaire parce que le poison de la mer morte ne s'est pas contenté de rester sur place. Il s'est envolé, porté par l'air, et a voyagé jusqu'à des endroits situés à des milliers de kilomètres, allant même se déposer sur des glaciers lointains au sommet de montagnes reculées. La poussière de la mer d'Aral est devenue une voyageuse, et partout où elle passe, elle transporte une cargaison toxique. Rappelez-vous que le fond marin à découvert n'est pas du sable propre, il est chargé de sel et, pire encore, des résidus accumulés de tout ce qui s'est déversé dans la mer pendant des décennies. Les fleuves qui alimentaient autrefois l'Aral n'apportaient pas seulement de l'eau, ils charriaient le ruissellement de ces immenses champs de coton, emportant avec eux les produits chimiques utilisés dans l'agriculture industrielle, les engrais et les pesticides, ainsi que d'autres polluants. Tout cela s'est écoulé dans la mer et au fil des années s'est déposé dans les sédiments au fond. Quand l'eau a disparu, ces sédiments contaminés se sont retrouvés à nu à la surface, desséchés et prêts à s'envoler. Et ils s'envolent justement. Les tempêtes de poussière fréquentes et violentes qui se lèvent sur l'ancien fond marin arrachent d'énormes quantités de cette poussière toxique et la projettent dans l'air, en la soulevant en immenses nuages pâles qui déferlent sur la terre. Mais le vent ne respecte pas les frontières. Les particules les plus fines sont emportées haut et loin, portées par les courants d'air sur des distances vertigineuses. Cette poussière a été détectée bien au-delà de la zone immédiate, jusqu'à des lieux éloignés situés à des milliers de kilomètres. On en a retrouvé des traces déposées sur des glaciers dans des chaînes de montagnes lointaines et dérivant jusque sur des terres agricoles bien en dehors de la région. Chaque grande tempête distribue en réalité une part du poison de la mer morte sur une vaste portion de la planète. Imaginez ce que cela signifie. Un choix fait à propos des fleuves et du coton en un seul endroit n'est pas resté confiné là-bas. Il est devenu aérien et mondial, semant dans des écosystèmes lointains du sel et des produits chimiques agricoles arrachés au fond d'une mer disparue. Les glaciers en sont un exemple particulièrement glaçant. Ce sont censés être des lieux purs, isolés, loin de toute pollution, et pourtant, ils portent l'empreinte de la mort de la mer d'Aral dans la poussière qui se dépose sur leurs glaces. Pour les habitants vivant près de l'ancien fond marin, cette poussière n'a rien d'une abstraction lointaine. Elle est dans l'air qu'ils respirent chaque jour, recouvre tout, irrite les yeux et la gorge, a un goût de sel et de produits chimiques. Elle se dépose sur la nourriture, sur les cultures, sur l'eau, sur la peau. Mais la vérité la plus troublante, c'est que ce cauchemar local est aussi un cauchemar mondial. Quelque part, loin d'ici, dans un endroit dont les habitants n'ont peut-être jamais entendu parler de l'Aral, une fine couche de sa poussière empoisonnée est peut-être en train de se déposer sur le sol, sur la neige, sur les champs. L'ampleur de ces tempêtes de poussière est difficile à exagérer. Quand les conditions sont réunies, le vent soulève d'immenses panaches depuis le fond marin découvert, des nuages si vastes qu'on peut les voir depuis très haut, de pâles rivières de poussière qui traversent la terre sur des centaines de kilomètres. Chaque tempête arrache un peu plus de matière à l'ancien fond de la mer et la jette dans le ciel. Et l'approvisionnement est presque inépuisable.
Ce n'est pas un événement unique qui finit par s'éteindre. Cela se répète à chaque vent fort, érodant encore et encore la surface empoisonnée et la renvoyant dans les airs, saison après saison. Il y a quelque chose de sinistrement complet dans la façon dont tout cela referme la boucle. Les produits chimiques venaient des champs de coton, ont été entraînés dans les fleuves, puis dans la mer, et se sont déposés silencieusement au fond tant que l'eau les recouvrait. Pendant des décennies, ils sont restés cachés, inoffensifs sous les vagues. Mais l'assèchement de la mer les a libérés. Il a soulevé le couvercle sur des décennies de contamination enfouie et a tout remis entre les mains du vent. Le même acte qui a tué la mer l'a aussi armée, transformant une couche de pollution noyée en menace aérienne, désormais emportée partout où les tempêtes la conduisent. Nous sommes sur le point d'atteindre le fait numéro 1, la partie la plus sombre et la plus controversée de toute cette histoire, celle qui dépasse la catastrophe environnementale pour entrer dans quelque chose de bien plus sinistre. Avant d'y arriver, faites une supposition. Selon vous, qu'est-ce qui occupe la toute première place de cette liste comme l'élément le plus glaçant de la mort de la mer d'Aral ? Écrivez votre réponse dans les commentaires maintenant et continuez à regarder pour voir si vous aviez raison. Nous sommes sur le point d'atteindre le fait numéro 1, la partie la plus sombre et la plus controversée de toute cette histoire, celle qui dépasse la catastrophe environnementale pour entrer dans quelque chose de bien plus sinistre. Avant d'y arriver, faites une supposition. Selon vous, qu'est-ce qui occupe la toute première place de cette liste comme l'élément le plus glaçant de la mort de la mer d'Aral ? Écrivez votre réponse dans les commentaires maintenant et continuez à regarder pour voir si vous aviez raison. Et nous voici donc arrivés au numéro 1. Ce fait qui transforme cette histoire d'un désastre écologique en quelque chose qui ressemble à un cauchemar, et c'est là que l'histoire documentée commence à se brouiller en questions troublantes. Au milieu de la mer d'Aral se trouvait une île, et sur cette île, l'Union soviétique menait l'un de ses programmes les plus secrets et les plus dangereux, un terrain d'essai à ciel ouvert pour des armes biologiques, où l'on travaillait sur des maladies comme l'anthrax et la peste sous le soleil implacable du désert. À mesure que la mer s'asséchait, cette île a cessé d'être une île, et c'est là que l'horreur réelle commence. Commençons par le cœur documenté, parce qu'il est déjà terrifiant à lui seul. L'île de la mer d'Aral avait été choisie précisément parce qu'elle était isolée et entourée d'eau, une quarantaine naturelle. Là, dans le plus grand secret, on travaillait sur certains des agents pathogènes les plus meurtriers connus, les agents de maladies qui ont terrorisé l'humanité pendant des siècles. Les tests se faisaient en plein air, à une échelle difficile à imaginer, dans une installation qui, officiellement, n'existait pas et n'apparaissait sur aucune carte ordinaire. Il y avait même une colonie liée au programme, un endroit où des gens vivaient et travaillaient, lui aussi tenu hors des registres, une ville secrète au service d'un objectif secret. Quand le programme a finalement été démantelé, il aurait été abandonné dans la précipitation, laissant derrière lui le site et son histoire dangereuse. Parmi les inquiétudes documentées les plus alarmantes, il y a ce qui y est resté enterré. De grandes quantités de matériel biologique dangereux auraient été éliminées sur l'île, traités puis enfouis dans le sol dans la hâte de mettre fin au programme. Des années plus tard, des expéditions sur le site ont soulevé des questions inquiétantes. Tout ce qui avait été enterré là-bas avait-il vraiment été rendu inoffensif ? Ou bien des spores vivantes et dangereuses pouvaient-elles encore subsister dans la terre, capables de survivre très longtemps ? L'idée qu'une matière mortelle puisse rester là, en sommeil mais pas morte, dans le sol d'une île abandonnée, c'est le genre de choses qui empêche de dormir la nuit.
Ajoutez maintenant le retournement qui relie tout cela à la mer mourante, et là, l'histoire devient vraiment glaçante. Tant que l'île restait une île, entourée d'eau, elle était isolée. Quels que soient les dangers qui s'y trouvaient, ils étaient coupés du monde, enfermés par la mer elle-même. Mais la mer se retirait, et à mesure que l'eau reculait, l'espace entre l'île et le continent se rétrécissait encore et encore, jusqu'au moment où l'eau a disparu et où l'île n'en était plus une. Elle s'est retrouvée reliée à la terre environnante par un sol sec, un pont de fond marin exposé reliant un ancien site d'armes biologiques directement à un territoire que les humains et les animaux peuvent traverser. La quarantaine naturelle qu'offrait l'eau a tout simplement disparu. Ce qui n'était accessible qu'en bateau l'est devenu à pied. C'est là que l'histoire bascule dans la pure spéculation, et il faut le dire clairement, il s'agit d'une théorie, pas d'un fait établi. Certaines personnes, en regardant cette chaîne d'événements, posent des questions dérangeantes. Elles s'interrogent sur la possibilité que des matières dangereuses aient été emportées hors de l'ancienne île par des animaux traversant ce nouveau passage terrestre, par des rongeurs ou d'autres créatures se déplaçant entre le site et les zones habitées. Elles se demandent si des visiteurs curieux, atteignant l'installation abandonnée, n'auraient pas pu déranger quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être. Quelques-uns vont encore plus loin, vers un terrain de conspiration plus sombre, et se demandent tout haut si la mort de la mère, qui a commodément exposé et relié ce site secret, n'était vraiment qu'un simple accident dû à la négligence. Ce sont des questions, pas des conclusions, et il n'existe aucune preuve solide pour les versions les plus extrêmes. Mais les faits de base, eux, sont déjà suffisamment troublants. Une île secrète où l'on testait des maladies terribles, du matériel dangereux enterré à la hâte, et une mère qui est morte et, en mourant, a abattu la barrière d'eau qui maintenait cette île coupée du reste du monde. Reculez d'un pas et regardez la forme complète de cette histoire. Une mer grande comme un pays, asséchée pour le coton, transformée en sel, en poison et en poussière, qui voyage désormais à travers le globe, ces navires laissés à pourrir dans un désert tout neuf, ces villes abandonnées loin de toute eau, et au cœur de tout cela, une île secrète de peste que l'eau en train de disparaître a reliée en silence au monde vivant. C'est presque trop incroyable. Et pourtant, presque tout cela est consigné dans les archives, encore présent dans la mémoire de personnes toujours en vie aujourd'hui. La mer d'Aral n'a pas simplement disparu. Elle a été asséchée et sa mort a libéré du sel, des maladies et des secrets qui dépassent de très loin sa propre tombe desséchée. Parmi ces 10 faits, lequel serait votre numéro 1, la partie la plus choquante de l'histoire selon vous ? Écrivez-le dans les commentaires.